Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 27 décembre 2019 et vous regardez le 13e épisode de Marche ou Grève, la quasi-quotidienne reconductible de la Web TV indépendante, le média, une quasi-quotidienne destinée à couvrir et accompagner le mouvement social en cours. Ce 13e épisode arrive en plein entre Noël et le Nouvel An et a aussi pour objectif d'affirmer que comme les grévistes qui refusent la trêve et l'essoufflement, le média est là. À mes côtés aujourd'hui, Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fédération CGT Chimie, qui est donc en première ligne dans ce qu'on pourrait appeler la bataille des raffineries et des dépôts pétroliers. Ensemble, on parlera des grèves et des blocages dans toute la chaîne d'approvisionnement en carburant, du risque de pénurie, le fameux risque de pénurie, mais aussi plus généralement des combats des travailleurs de ce secteur particulier de l'économie et des travailleurs en général. Bonsoir Emmanuel. Alors ici, au début de l'émission, on se pose la question et on vote, on se tutoie ou on se vouvoie? On se tutoie, moi je vote pour le tutoiement. On est d'accord. Adjugé vendu, on se tutoie. Avant d'entrer dans le fond du sujet, pétrole et carburant, faisons un petit point d'actualité comme le veut un peu la tradition. Si l'on en croit la tonalité générale dans les médias Toute Info, la grève s'essoufflerait et ne concernerait plus qu'une minorité radicalisée à la RATP et à la SNCF. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Et certains travailleurs sont en train d'entrer dans la danse ou pourraient y entrer en début d'année, par exemple à la Sémiton, la société qui gère les transports en commun à Nantes. Les syndicats Sud Solidaire, CGT, CFDT ont déposé un préavis de grève illimité pour 6 mois, ce qui est inédit là-bas. Aujourd'hui, un record a été atteint. Le mouvement de grève en cours, dont la durée de 23 jours, est désormais plus long que celui de 1995 de vénérée mémoire, si on peut dire. Ce mouvement concernait lui aussi une réforme, ou plutôt, on peut dire, une contre-réforme, et le sujet, c'était toujours les retraites. L'enjeu est désormais de tenir, car très clairement, le gouvernement parie sur un épuisement des troupes syndicales. Tenir, ça veut dire tenir aussi en cette période de fête, comme hier, où une manifestation décidée et organisée par la base du mouvement syndical a eu lieu à Paris. Notre reporter Benoît Deverly y était. Il nous a ramené des images montées par Camille Chastrus. Alors moi je suis à Sudrail, donc non, j'adhère pas du tout à la stratégie qui est mise en place, ni par la CGT qui appelle à la prochaine journée de manifestation le 9, et non plus avec les trêves que le gouvernement et certains syndicats appellent. Nous à Sudrail, on est en grève et on continue la grève. On est déterminé à ne rien lâcher. Et ça durera le temps nécessaire pour mettre fin à ce projet de loi. Le réveillon, on l'a passé entre collègues. Là, on est le lendemain de fête. On voit bien qu'il n'y a pas de trêve, hein. C'est réel. On n'a qu'à regarder autour de nous. Ça ne désemplit pas. On continuera tant que le projet de loi sera d'actualité. On est vraiment déterminés. Hein. Et plus on en parle entre nous, et plus ça crée des liens indéfectibles, et plus la solidarité et la mobilisation s'accentuent. Elle ne faiblit pas. Depuis le début, c'est les assemblées générales qui commandent. Donc nous, ce matin par exemple, on a une assemblée générale, nous sur la ligne 3, que ce soit Galigny ou Levallois, donc on a reconduit jusqu'au 2 janvier.
Donc pour nous, c'est les assemblées générales qui commandent. C'est ni Escure, ni Martinez, ni les confédérations, ni quoi que ce soit. C'est la base qui commande. Le système intergénérationnel des retraites, on veut le garder. On veut pas que ça passe dans les mains des fonds de pension américains ou dans les assurances. Nous, on veut que nos impôts servent au service public. Alors, Emmanuel, ce sont des images qui témoignent d'une certaine détermination, ou devrais-je dire d'une détermination certaine. Alors, ce que j'ai retenu, c'est depuis le début, c'est les âgés qui commandent. Alors, vous, en tant que... Toi, oups, j'avais dit qu'on se tutoyait. Je pense qu'il faudra qu'on mette un petit pot et on mettra une pièce à chaque fois qu'on viole la règle du tutoiement. Mais en tout cas, en tant que représentant, donc, à un certain niveau de la CGT, entendre cette parole de la base qui dit que c'est elle qui veut être propriétaire de la grève, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah bah ça, je suis d'accord à 500%. C'est d'ailleurs comme ça que la CGT s'est créée à l'origine, il y a 120 ans, même plus. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui s'organisent et qui créent le syndicat, qui se fédèrent de manière professionnelle et territoriale, et ensuite qui créent la confédération. Et ça, c'est un mouvement permanent, en quelque sorte. D'ailleurs, assez souvent, dans les entreprises où il n'y a pas de syndicat, quand les salariés décident de s'organiser, c'est-à-dire, ils créent la CGT. Donc, ce n'est absolument pas antinomique de la façon dont devrait ou doit être organisée la CGT, c'est-à-dire que c'est la base qui commande. En tout cas, nous, dans la Fédération des industries chimiques, c'est le cas. On est en phase... en quelque sorte, enfin en tout cas on essaye de l'être, et c'est extrêmement important pour nous d'être en phase avec nos syndicats. Et ce sont eux à qui on doit des comptes en tant que dirigeants fédéraux. Quelque part, ça n'arrange pas les calculs du gouvernement qui aime bien prendre dans un bureau les patrons des centrales syndicales et leur avancer avec eux en les coupant un peu de la base. Et c'est comme ça, en fait, que des fois, les syndicats, d'ailleurs, se fracturent et s'affaiblissent. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque ? Bien sûr, le risque, il est permanent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le risque de la démocratie représentative. Actuellement, d'ailleurs, on nous oppose assez souvent dans les médias, enfin peut-être pas ici, mais ailleurs, dans les médias qu'on appelle bourgeois, le fait que Emmanuel Macron, il avait dans son programme un certain nombre de mesures qui étaient de régression sociale, et qu'il a malgré tout été élu, et donc on lui donne une légitimité de représentation, comme si on décidait une fois de temps en temps, par exemple une fois tous les 5 ans, ce qui concerne le président de la République. Et à ça, nous, en tout cas, à la FNIC-CGT, on oppose la démocratie sociale, la sociale, comme on dit, à savoir que c'est la démocratie directe, la démocratie permanente et la démocratie de l'unanimité, donc ce qui nécessite d'avoir au préalable des débats politiques entre nous et puis donc d'en tirer des actions et des conclusions qui sont assez unanimes. En plus, la démocratie représentative, là, elle est complètement, elle-même, déjà, elle est insuffisante, mais elle est complètement vidée de son sens dans la mesure où Emmanuel Macron, dans son programme, qui l'a fait arriver en tête au premier tour, qu'il n'a pas fait élire, parce que c'est pas avec son programme qu'il a été élu, mais parce qu'il y avait un front du refus antifasciste, son programme n'évoquait pas ces mesures-là. Donc on ne peut pas, il n'a pas la légitimité nécessaire pour mettre en place des mesures qu'il n'avait pas annoncées, en tout cas dans cette forme-ci, à l'avance. Tout à fait. C'est clair que, enfin je crois que c'est à enfoncer une porte ouverte,
que de constater que Macron, il a été élu par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas élu Macron, on a rejeté Le Pen, en quelque sorte. Mais ceci étant, en tout cas pour ce qui nous concerne, entre les deux tours, on avait donc édité une circulaire qui s'intitulait « Ni peste, ni choléra », parce que de notre point de vue, à la Fédération, et c'est partagé par nos syndicats, on considère que Macron et Le Pen, c'est les deux faces d'une même médaille. Les deux fonctionnent pour le capital. Macron pour le capital qui aurait plus tendance à être international, mondialisé, et Le Pen pour un capitalisme franchouillard. Mais au final, on a les deux faces. C'est donc un lapsus révélateur d'une même médaille. Et du point de vue des libertés, il y a vraiment très peu de différence quand on voit la façon dont se comporte la justice, la police, avec certains, c'est-à-dire par exemple les manifestants, et d'autres que sont les patrons, parfois qui tuent des gens. C'est-à-dire qu'il y a un droit de tuer en France en ce qui concerne l'amiante, en ce qui concerne les catastrophes industrielles ou d'autres problèmes qui sont liés aux conditions de travail. Et puis d'un autre côté, c'est la tolérance zéro pour les précaires, etc. Et donc on voit bien que il y a assez peu de différence. Il n'y a pas de différence de nature. Il y a peut-être une différence de mesure entre Macron et Le Pen, mais il n'y a absolument pas de différence de nature, et nous on rejette les deux, ces deux alternatives en quelque sorte. En parlant de ce permis de tuer des travailleurs, je fais un peu de pub pour le reportage de Filippo Ortona qui fait partie d'une série qu'on a envie de lancer qui s'appelle Le travail tue, et le premier c'est l'histoire d'un travailleur du BTP qui est mort écrasé par une sorte de mur de béton. Il faudrait le regarder. C'est dur, mais c'est également ça le travail aujourd'hui, et c'est également ça le travail dans un moment de notre histoire où on veut donner l'impression que la pénibilité n'existe plus, que tout le monde travaille de manière, la fleur au fusil, si on pourrait dire, de manière indolore et sans risque. C'est intéressant, c'est important, de rappeler que le travail tue, et donc de partager ce reportage de Filippo Ortona. Alors, tenir dans la durée, c'est le défi que lance le gouvernement au mouvement social, d'où l'intérêt des caisses de grève, d'où l'intérêt d'en faire la promotion, de les alimenter, de nourrir l'effort commun. On en parlera avec toi, Emmanuel, mais regardons d'abord un petit magnéto monté par Lucas Gautron à ce sujet. Au niveau don, hier on a atteignait une somme de plus d'1 million d'euros. Ce qui est quand même important, même si sur la masse de grévistes lors du partage, il faudra quand même relativiser. Mais c'est quand même quelque chose d'historique dans ce pays. Ça marque aussi les grévistes parce que, comme je vous dis, ce n'est pas qu'une marque de sympathie ou pas à travers des sondages de solidarité. Là, c'est du financier, c'est du concret. On sait que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même la perte financière pour des familles entières et pour des agents, puisqu'on est au-delà de 3 semaines de grève. Il faut bien calculer, donc ça fait quand même on va arriver à plus de 21 jours, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la RATP dans l'ère moderne d'un conflit, puisque 95 s'est arrêté au 21e jour, suite à l'annonce du monsieur droit dans ses bottes. Je signe ici. Wouhou! Et c'est merveilleux, bravo. Allez. Tout le monde. On retrouvera les gens à Lyon. On va remettre le chèque quand même à... Allez, la passation symbolique. Merci, Info-Société, de nous avoir lancé cette cagnotte. Voilà, je vous remets ce chèque symbolique. Merci à tous. Franchement, c'est beau. Voilà, quelqu'un qui donne la moitié d'un SMIC pour nous permettre de tenir, on n'a pas le droit de s'arrêter là, sinon ces dons-là n'ont aucune utilité. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup plus qu'une histoire de grève, c'est beaucoup plus qu'une histoire de système par points ou autre, c'est l'histoire de la lutte des classes. C'est celles et ceux d'en bas qui sacrifient 1 euro, 10 euros, 100 euros, parfois 1000 ou plus pour pouvoir nous aider. Donc merci à celles et ceux qui ont participé. Alors on vient, on montre de la sympathie, de la fraternité humaine, on discute comment on peut faire pour les caisses de grève, parce que nous on va créer une caisse de grève parlementaire, on va tous se mettre à contribution. Vous avez aussi des syndicats qui utilisent une partie des cotisations de leurs adhérents pour se constituer des caisses de grève plus conséquentes. Alors la mieux dotée, c'est celle de la CFDT.
pour une raison simple, c'est que la CFDT appelle rarement à la grève, donc elle dispose de 126 millions d'euros, et donc les adhérents peuvent avoir droit à 7,30 € par heure non travaillée. Il faut simplement qu'ils aient adhéré depuis au moins 6 mois. Et c'est la mieux dotée. Celle qui arrive derrière, c'est celle de Force Ouvrière. Alors, Force Ouvrière ne donne pas de détails sur le montant de cette caisse. Simplement, on imagine qu'elle est moins dotée puisque le syndicat est moins généreux. Il impose d'abord 3 jours de carence et puis il ne verse que 12 € par jour de grève. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les caisses de grève, notamment alimentées via Internet, c'est une nouveauté par rapport à 1995, puisqu'on a toujours le regard tourné vers 1995. À cette période, il était peut-être moins facile pour les citoyennes et les citoyens d'alimenter ces caisses-là. En 1995, je crois qu'Internet n'était pas développé, enfin pas au point d'aujourd'hui. Voilà, oui, bon, je pense qu'il y avait quand même de sacrées différences. Alors, les caisses de grève par Internet, bien sûr, il faut vérifier que c'est pas des arnaques, parce que ça peut aussi exister. Là, on n'en a pas vu, mais je veux dire, il faut être méfiant. Il faut les valider, quoi. Il faut les valider. Il faut que ce soit des caisses qui soient gérées démocratiquement, que ce soit pas à la main d'un ou deux individus. Et puis, le mieux, finalement, c'est qu'elles soient mises en place au plus près du terrain. C'est-à-dire que quand il y a un syndicat ou, disons, pas un syndicat, mais une entreprise ou un site qui est en grève, reconductible, eh bien, le mieux, c'est d'aller voir les grévistes en direct et puis de verser, disons, au collectif de grévistes, qui est en général, d'ailleurs, emmené et encadré par les syndicats qui appellent à la grève dans ce collectif. Ça peut être vrai pour les raffineries, ça peut être vrai pour les cheminots, ça peut être vrai pour les RATP, etc. Mais je tiens quand même à dire que les caisses de grève ne doivent pas faire oublier que la meilleure des solidarités, c'est l'engagement dans la lutte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce que malheureusement, on l'a démontré en 2016, parce qu'en 2016, il y avait déjà des caisses de grève contre la loi Khomri, et le secteur du raffinage était en pointe aussi de la lutte à ce moment-là. Eh bien, quelques professions ne peuvent pas, à elles seules, faire le travail de tout le monde. C'est-à-dire que quand on appelle à généraliser le mouvement et les grèves, eh bien, on n'appelle pas à généraliser les chèques, mais on appelle à généraliser le mouvement de grève. Donc il y a des échéances qui sont prévues, notamment j'entendais dans le reportage une personne de Sud qui disait qu'il y avait seulement le 9 janvier, c'est vrai que c'est loin, nous aussi on est d'accord. Demain il y a un appel, disons, à la mobilisation, demain 28 décembre, dans toutes les villes en quelque sorte, en tout cas là où c'est fait, mais de la part de la CGT au niveau national, il y a un appel à un temps fort demain. Moi j'invite tout le monde disons, parce qu'on a besoin de se compter, on a besoin de se donner confiance pour les secteurs qui sont les plus en pointe dans la lutte. Eh bien, moi demain, plutôt que d'aller faire les courses ou de passer l'après-midi, je ne sais pas, dans le canapé, eh bien, il faut sortir et puis aller dans les endroits. Il y a des piquets de grève, il y a des manifestations, il y a toujours un endroit près de chez soi où on peut manifester sa solidarité, même si on est en vacances. Par exemple, je pense aux enseignants. Il y a besoin de rassemblement, il y a besoin de citoyenneté en ce moment. Aujourd'hui, on est en lutte et la lutte, c'est la démocratie. Et c'est la chaleur physique aussi, c'est ce que tu sembles dire. Oui, tout à fait. Quand il y a des secteurs ou des raffineries, des entreprises, j'élargis un peu le discours, qui sont en grève, il y a des piquets, il peut y avoir des barbecues, mais c'est quand même très important qu'il y ait des soutiens physiques, réels, concrets, qui viennent pour dire nous on est solidaires, même si par exemple des personnes qui sont en retraite ou des étudiants, peu importe, il y a besoin de reconstituer en quelque sorte un collectif qui s'appelle une nation en quelque sorte. Il faut être clair. Moi, je n'ai pas de problème avec la nation. La nation, c'est un sujet qui est sorti de la Révolution française. Donc moi là-dessus, j'ai aucun problème avec ça. Et on peut difficilement parler du patrimoine national qui est en train d'être bradé, notamment avec l'aéroport de Toulouse, avec les tentatives sur l'aéroport de Paris. On peut difficilement parler de patrimoine national sans parler des nations. Ben oui, tout à fait. La nation, c'est en quelque sorte, je parlais tout à l'heure de démocratie sociale, eh bien c'est la démocratie sociale au quotidien.
Hein, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est pas un discours. Je suis pas en train de tenir un discours nationaliste, hein, qu'on se comprenne bien. Mais la nation, c'est y compris avec les personnes qui vivent en France et qui sont pas forcément de nationalité française, mais c'est en quelque sorte un collectif qui s'appelle, qu'on peut appeler le peuple, qu'on peut appeler la population, qu'on peut appeler la nation. Mais sont les personnes qui normalement doivent commander dans ce pays et non pas une petite élite qui est en quelque sorte, j'allais dire maquée, excusez-moi l'expression, mais avec la clique des grands bourgeois qui ont les 0,01% les revenus les plus riches en France. Ce qui est sûr, c'est que l'effort des caisses de grève il s'est mis en place. La plus grosse, c'est celle de la cagnotte Infocom CGT. C'est en fait vos collègues des domaines information et communication qui ont mis en place une cagnotte sur le pot solidaire qui se rapproche d'1 500 000 € aujourd'hui. Il y a d'autres petites, effectivement, il y a des il y a cagnottes... la cagnotte de la CGT aussi, ça, elle existe. Alors, il y a eu, à un moment donné, on a pensé, on s'est demandé s'il ne fallait pas créer une sorte d'effort collectif, de lieu collectif, parce qu'en fait, tu parlais de donner de l'argent physiquement, mais aujourd'hui, en 2019, bon, l'argent, c'est surtout les transactions numériques, et donc, effectivement, le risque d'arnaque existe. C'est pour ça que certains pensaient, notamment ici, sur ce plateau, on a parlé une fois d'une sorte de caisse commune de pot commun à tous les syndicats, une caisse de grève unitaire. Oui. Ça me fait penser à ce qui a été mis en place en 1946 pour les aléas de la vie, qui s'appelle la sécurité sociale. Donc, effectivement, on peut mettre en place, des mécanismes qui font que, d'une manière générale, la démocratie s'exprime dans ce pays avec des gens qui, également, sont prémunis contre les aléas de cette même vie. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais la sécurité sociale, à l'origine, elle était gérée par les travailleurs. Et ce genre d'initiative, à mon sens, doit être géré directement par les grévistes. Peut-être que face à la guerre qui est déclarée aux travailleurs, il devrait créer un outil nouveau en sus de la sécurité sociale, un outil de combat, un outil financier de combat autogéré qui pourrait accompagner ce mouvement consistant à finalement récupérer les instruments gagnés en 1946. En tout cas, c'est un débat qu'il faudrait qu'on ait tous. On va parler, bien entendu, des questions des blocages, des raffineries, des pénuries de carburant, parce qu'on me dit dans l'oreillette que beaucoup de personnes l'attendent. Mais avant ça, on parle du gouvernement qui joue la carte du pourrissement, mais aussi de la division des travailleurs en accordant à nouveau à certains ce qui ressemble bien à des régimes particuliers. Hein. Il y a les personnels navigants commerciaux, les pilotes qui ont obtenu un départ à la retraite à 60 ans à taux plein. Et le maintien de leur caisse spécifique, ça ne satisfait pas tous les syndicats dans ce milieu professionnel. Ça va forcément renforcer d'autres types de revendications, les kinés, les avocats, les infirmiers libéraux, membres comme les pilotes, les hôtesses et les stewards du collectif SOS Retraite. Ils appellent à une grève glissante à partir du 3 janvier et on voit difficilement comment le gouvernement pourrait refuser aux uns ce qu'il a accordé aux autres. Du coup, l'argument choc de l'universalité, voire de l'équité qu'il mettait en avant pour vendre son produit de régression sociale tombe un peu à plat. On a dit universalité et on retrouve finalement pour les policiers, pour les gendarmes, pour les militaires, pour un certain nombre de corps, des régimes spéciaux tout simplement. Oui, et puis l'argument de l'universalité, il peut être pris dans les deux sens. Quel type d'universalité ? C'est ça le problème. Je prenais un exemple assez récemment sur, entre guillemets, le marché du travail ou l'emploi. On peut imaginer deux régimes universels complètement différents. Un régime où l'emploi est garanti, avec un salaire de bon niveau, qui garantit un niveau de vie, d'une part, et d'autre part, l'esclavagisme. Dans les deux cas, c'est un système universel. Mais seulement, on n'est pas du tout dans le même type de société, dans le A ou le B. Donc, les questions d'universalité avec les retraites, nous aussi, à la CGT, on est pour un système universel. Vous savez,
tu sais, pardon, je mets un franc, 1 euro dans le pot. Mais à la CGT, du coup, j'ai perdu mon fil de ce que je voulais dire. À la CGT, vous êtes pour l'universalité. Oui, on est pour l'universalité. Et ce que je voulais dire, c'est que on a une revendication en matière de retraite qui est universelle. Pas un régime spécial du moins, n'arrive à la cheville de la revendication CGT en matière de retraite. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en place un régime universel de haut niveau qui garantisse, et sans pour autant ruiner la France, comme on l'entend parfois dans certains médias. C'est tout à fait possible, c'est documenté, y compris en nombre de milliards, etc. Il y a des choses qui ont été faites chez nous. Et voilà quoi. Donc on peut très bien, non seulement avoir la revendication claire, mais en plus avoir le rapport de force nécessaire pour la mettre en place. L'universalité par le haut, tel que le veut la CGT, c'est quoi exactement en 2-3 points ? Par exemple, déjà, c'est dans un premier temps la retraite à 60 ans. Mais après 37 ans et demi de cotisation, parce que les 40 ans, on se les est mangés, mais il n'y a pas de raison de valider, disons, un recul social qu'on a subi il y a maintenant une quinzaine d'années. La prise en compte des années d'études pour le calcul des cotisations, un minimum, alors si je me souviens bien, ça doit être 75% du SMIC, mais le SMIC revendiqué par la CGT, qui est actuellement de 1 800 €, qui à mon sens est un peu faible, qu'il faudra revaloriser, compte tenu du niveau de vie nécessaire pour vivre dans ce pays. Et puis bien sûr, des garanties en matière de travaux pénibles. C'est-à-dire que des départs... mais ça, la revendication, elle est valable aujourd'hui. Demain, on obtient cette revendication et on voit que le pays continue de tourner, que le PIB continue de fonctionner, etc. Eh bien, il faut en opposer une autre qui est encore du progrès. Je prends l'exemple du temps de travail. Heureusement aujourd'hui qu'on est aux 35 heures, même si les 35 heures, on sait très bien que quand il a été mis en place, eh bien, il y a eu des remises en cause, des temps de pause, ça s'est mal passé, etc. Parce que la loi était très floue, ça a été mis en place par les socialistes, donc elle n'était pas du tout claire. Et donc les patrons en ont profité pour remettre en cause tout un tas de choses. Mais mettons qu'on est tous aux 35 heures, heureusement qu'on est aujourd'hui aux 35 heures, parce que si on était au temps de travail il y a 100 ans, c'est-à-dire plus de 48 heures, eh bien, c'est pas 6 millions de chômeurs qui restaient, ce serait 10 millions, 15 millions de chômeurs. Donc il faut aussi baisser le temps de travail de manière massive. Alors évidemment, tout ça, ça a une conséquence, c'est que ça va baisser les marges des entreprises. Mais ça, c'est pas très grave. La France, c'est un pays à haute marge d'entreprise et on peut même se poser la question, quelle est l'utilité pour une entreprise d'avoir des marges et des profits ? En tout cas, dans le secteur, on me reproche beaucoup de dire, en tout cas, comme terme de transition, donc je vais peut-être changer, je vais dire... Il se trouve que les travailleurs du secteur chimie travaillent dans des entreprises qui ont des bons taux de rentabilité, comme Total, comme d'autres Esso, etc. Et l'actualité en ce moment dans votre secteur, ce sont les pénuries, la possibilité des pénuries liées à la grève des travailleurs de ce secteur très stratégique qui se pose en rempart finalement de la mobilisation aujourd'hui, que les cheminots et la RATP, on leur tape dessus, vous surgissez au cœur du combat. Avant de parler de la possibilité de bloquer l'économie via les raffineries et les dépôts pétroliers, je voulais d'abord demander si les travailleurs de ce secteur, de ces raffineries, de ces dépôts pétroliers, ont des revendications spécifiques. Bien sûr. D'abord, une raffinerie, et dans le secteur en général, par exemple les travailleurs portuaires qui sont donc aux portes, j'allais dire, du pays pour faire rentrer des produits qui sont raffinés à l'extérieur, parce que ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on est en sous-capacité de raffinage en France en termes de pétrole par rapport à ce qu'on consomme. Eh bien, ces travailleurs, ils travaillent 24/24, c'est-à-dire que le jour de Noël ou le jour de l'anniversaire du gosse, ils sont au boulot, ils peuvent l'être en tout cas, et la nuit, etc. Le travail de nuit, on sait que ça provoque le cancer. Donc, il y a des contraintes technologiques
qui font qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler la nuit dans ce type de secteur. Et du coup, il faut une compensation, en tout cas une certaine compensation, et notamment par des départs anticipés pour ceux qui travaillent dans ces conditions-là. Il y a aussi, ces départs anticipés, ils ont été gagnés notamment en 2010. En 2010, le secteur du raffinage, il était également dans la lutte. On n'a pas réussi à collectivement à empêcher la retraite Sarkozy, cette contre-réforme Sarkozy, mais dans le pétrole, en 2011, a été signé par la CGT, par nous, un accord d'anticipation au départ qui donne jusqu'à 4 ans d'anticipation pour ce type de travailleurs. Il y a également donc les expositions aux risques chimiques. Malheureusement, il y a 15 jours, on a constaté qu'il y avait un feu. Il y a eu un feu dans la raffinerie de Normandie Total, donc alors qui n'a pas bien sûr fait de victimes, heureusement d'ailleurs, enfin en tout cas de victimes directes. Mais c'est un secteur qui est dangereux. La disparition des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, les CHSCT, y compris dans nos secteurs, va certainement amener d'autres catastrophes industrielles parce que on a enlevé aux travailleurs des droits d'inspection, c'est-à-dire le fait que les travailleurs mettent sous contrôle l'employeur par rapport donc notamment à ses obligations légales qui en général ne respectent pas. S'il y avait autant de délinquants sur la route qu'il y a chez les employeurs, il y aurait des centaines de milliers de morts par an sur les routes en France. Et il y a ces contraintes en quelque sorte. Et oui, ils ont des revendications spécifiques. Baisse du temps de travail, c'est une revendication générale, mais en matière de risques spécifiques qu'il y a donc dans ces secteurs, oui, bien entendu, il y a des revendications et bien sûr toutes les revendications qui concernent tous les travailleurs, notamment le salaire, etc. Nous allons évoquer la polémique, la guerre des nerfs sur les pénuries de carburant. On regarde d'abord un petit magnéto. Elisabeth Borne, 5 raffineries sur 8 sont touchées par des blocages, de la mobilisation, des grèves. Ils veulent stopper la production de carburant, on l'entendait dans le journal de 18h. Est-ce que vous craignez des pénuries d'essence dans les jours qui viennent? Non, absolument pas. On a des stocks qui sont tout à fait, qui peuvent permettre d'assurer les besoins du pays pendant 90 jours, donc 3 mois. Donc il n'y a pas du tout de problème d'approvisionnement. Moi, je voudrais rassurer les Français et surtout ne pas se précipiter dans les stations-service en craignant ces pénuries qui génèrent elles-mêmes des difficultés dans les stations-service. Donc, il n'y a pas de menace ni demain ni dans les jours qui viennent. Non, il n'y a strictement aucune menace. On a des stocks qui sont tout à fait suffisants. Écoutez, vous savez qu'il y a 8 raffineries, 2 aujourd'hui font l'objet d'une mobilisation de syndicats pour empêcher les flux mais ne sont pas à l'arrêt. Les autres fonctionnent bien. Il y a 200 dépôts en France, seuls 2 sont bloqués au moment où je vous parle et donc il n'y a aucun risque de pénurie par rapport à l'organisation que nous avons. Soit je suis dans une région où, je sais pas, il se passe quelque chose de bizarre. Moi, là, dans le sud, sur 15 km à la ronde, il y en a 4 de stations, ils sont complètement à sec, ils sont fermés. Castaner, en fait, il essaye de faire quoi? Il essaye de pas répandre un bordel monstre en France en disant non, il n'y a aucune pénurie de gasoil. Donc ça veut dire que les grévistes qui font grève, qui perdent du salaire tous les jours dans les raffineries, on est en train de dire qu'ils font ça pour rien. Ils font ça pour rien. Alors postez un petit message sur vos pages, oui, plus de gasoil là-bas, inondez les réseaux. Il faut casser la bouche là, casser les mauvaises paroles à Castaner qui est encore en train de ne pas casser la bouche, c'est casser les paroles. De Castaner qui est encore en train de nous faire sa marionnette et puis tout ce gouvernement de façon à la con qui fait sa marionnette, la ministre des Transports qui est partie en vacances au lieu de continuer les négociations. De toute façon, il n'y a pas de négociation à faire. Cette putain de réforme des retraites, faut qu'elle dégage et tout le reste, il faut que ça avance. Et puis s'il n'y a plus de gasoil, tant mieux s'il n'y en a plus de gasoil. Parce que s'il faut en arriver là pour bloquer ce pays et puis être entendu, je sais pas, c'est pas moi qui est en train de bloquer les raffineries, mais bravo à tous les grévistes qui sont en train de débrayer dans les raffineries ce qui s'ensuit. Parce que les grévistes et ce qui s'ensuit, quand ils sont avec leurs bidons et leurs palettes devant des blocages, ils se font défoncer la gueule. Ils se font défoncer la gueule et ils se font éjecter. 2 types de paroles complètement différents. Quand on regardait le magnéto, tu as dit ils s'entendent pas, les ministres, ils n'ont pas la même version des faits. Oui, on a l'impression qu'ils ne se parlent pas parce que Borne a dit que c'est 5 et puis Castaner 2. Alors, je sais pas, ils doivent jouer à ça au dé, peut-être, j'en sais rien. Alors, ça, c'est le baratin, j'appelle ça comme ça, gouvernemental, qui est relayé par des médias complaisants.
Donc il y a la réalité par contre. Alors en France, on peut dire qu'il y a 8 raffineries. Mais on va présenter une carte des raffineries, mais avant ça, le site internet du Monde a créé une carte interactive sur les pénuries. En fait, ils ont regardé les stations-service et en ce moment, selon ce qu'ils ont relevé, il y a 181 stations-service recensées qui manquent de carburant. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, les stations qui manquent de carburant, mais c'était prévu qu'on le voit. On la voit à l'écran, on me le dit dans l'oreillette. Nous, on ne voit pas. On n'est pas privilégié par rapport... Alors, on ne l'a pas encore. Mais en tout cas, même si on ne l'a pas, vous pouvez regarder. On peut mettre aussi sur le chat le lien pour consulter la carte des 181 stations recensées. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui bouge. Mais plus profondément, on va aller dans le détail du mouvement qui se met en place. On va regarder une carte des raffineries et faire un peu le point avec toi, parce que tu as dit qu'il y a 8 raffineries en France. On va regarder raffinerie par raffinerie ce qui se passe. Bien entendu, tu peux aussi faire la liste. Je ne sais pas si on peut voir la liste. Bon, ça, c'est... là, ce que nous, on voit en ce moment à notre écran, c'est... l'infographie du Monde qui montre les raffineries, les stations-service en rupture de stock avec un gros bouquet en région parisienne, dans le sud-ouest aussi, dans le sud-est aussi beaucoup de stations qui sont en pénurie. Bon, ça on a déjà vu, vous pouvez regarder vous-même, ça évolue tout le temps. C'est pas forcément complet parce que c'est des relevés humains. Maintenant, je ne sais pas si on peut voir Donc, quelles sont... Donc, tu me disais qu'il y avait 8 raffineries. Oui, déjà, la carte du monde, elle est fausse. Parce qu'elle est sous-estimée. Il y a des sites collaboratifs sur Internet qui disent, un peu comme Waze pour savoir où il y a des bouchons, et ben, il y a des sites qui existent pour dire que dans telle station, non seulement il y a des pénuries ou pas de pénuries, mais le carburant, par exemple le gazole, il est à tel prix. Moi je fais plus confiance, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, au terrain, c'est-à-dire aux gens, plutôt que de passer par le filtre du Monde qui est un média capitaliste. Il faut être clair. Et bien dans la ligne en plus. Aujourd'hui, moi j'ai regardé tout juste avant l'émission, il y a 390 stations qui sont en rupture au moins un produit en France. Et c'est un chiffre qui augmente de jour en jour aujourd'hui. Donc ça, c'est la réalité. Sur les raffineries maintenant, pour répondre à la question, effectivement, il y a 8 raffineries, sachant qu'il y en a une qui est pas tout à fait une raffinerie, qui est celle de la Med, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, on voit à l'image la carte des raffineries. D'accord, donc il y a la raffinerie de la Med, donc, qui doit être dans le 13, qui est donc devenue une usine de traitement de base pour les agrocarburants, les huiles de palme, ça fait parler en quelque sorte, y compris sur ce sujet. Sur les autres sites, donc je fais juste la liste sans dire ce qui s'y passe, ou alors je peux aussi en même temps... Non, il faut qu'on regarde site par site ce qui se passe. Alors donc, à la Med, c'est simple, il n'y a pas de produit qui sort. C'est-à-dire que la raffinerie n'est pas arrêtée. Alors, pour être compris de tout le monde, en gros, il y a 2 niveaux de blocage, même si j'aime pas ce terme, parce que le blocage, on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, alors que, en l'occurrence, c'est l'effet de la grève des travailleurs qui sont à l'intérieur de la raffinerie. Donc il y a 2 niveaux, en gros, c'est arrêt d'expédition, c'est-à-dire qu'aucun produit ne sort du site. Et puis le deuxième niveau, c'est arrêt des installations, arrêt des unités. Donc là, on coupe le moteur. Le premier niveau, c'est les unités tournent au ralenti, et puis on remplit les bacs. Alors pourquoi on peut faire ça ? C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les raffineries constituent la majorité des stocks en France. C'est-à-dire que, disons, une grosse partie, en gros les 2/3 des stocks en France sont à l'intérieur des raffineries et non pas dans les fameux 200 dépôts dont toute la presse bourgeoise nous parle et nous rebat les oreilles. Donc l'essentiel des stocks, c'est dans les raffineries. Donc à la Med, c'est le premier exemple, eh bien, il n'y a pas de produit qui sort et on remplit les bacs avec un moteur qui tourne au ralenti.
Voilà, bon, j'ai fait l'image. Donc, pour rester dans le sud, il y a la raffinerie de Esso, Fos-sur-Mer. Elle est en arrêt d'expédition au moment où il y a des appels interprofessionnels. Il y en a eu donc le 5 décembre, il y en a eu le 12 décembre, il y en a eu le 17 décembre. Sinon, hors ces appels, elle tourne normalement. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas grévistes. Il faut être clair, ça c'est la vérité. Dans la même région, donc, il y a la raffinerie de Petroineos Lavera. Elle est encore dans une autre phase. Elle est dans la phase numéro 2 que je décrivais juste avant, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être arrêtée. Parce que les grévistes ne sortaient pas de produits depuis le 5 décembre et lundi dernier ont décidé de mettre en arrêt l'installation. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une raffinerie, ça ne s'arrête pas comme une voiture. C'est extrêmement long, c'est complexe, il faut le faire en sécurité. Les unités doivent voir leur débit diminuer les unes après les autres, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque pour les travailleurs et pour les riverains, et aussi pour l'outil de travail. Donc, il y a toujours donc des risques et bien sûr les meilleurs connaisseurs de la façon dont on arrête une raffinerie, ce sont les travailleurs eux-mêmes, c'est pas les directions. Et donc, bien sûr, ce sont les travailleurs qui décident des modalités, en quelque sorte, d'arrêt des installations. Si je me projette dans l'Ouest, il doit y avoir la raffinerie de Donge, c'est une raffinerie Total. Donc Donge est en arrêt d'expédition à l'heure où on parle, et donc les travailleurs, les grévistes décident de stopper les expéditions toutes les semaines pendant 72 heures. Donc c'est leur mode de fonctionnement pour la grève à aujourd'hui. La raffinerie donc de Esso Gravenchon, elle n'a jamais été gréviste, elle a toujours tourné. Et donc, Esso Gravenchon, c'est où? Alors, Esso Port Jérôme Gravenchon, voilà, 11,7 millions. Donc, elle est non gréviste. En Normandie, voilà, dans le 76. Celle de Gonfreville-Lorcher, 12,3 millions de tonnes. Elle a subi un incendie, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, il y a 15 jours. Et donc, elle n'est pas, disons, elle est arrêtée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en capacité de fournir du produit. Les bacs sont vides, etc. Donc, il n'y a pas de produit qui sort de cette raffinerie. Fézin, donc près de Lyon, c'est en marche, je dirais, fortement dégradée. C'est-à-dire que, je vais dire, la moitié du temps, alors j'ai pas exactement les chiffres, mais en gros c'est ça, parce que bien sûr on fait des conférences téléphoniques avec mes camarades pétroliers tous les 2 jours, et la moitié du temps, Fézin est en arrêt d'expédition, et l'autre moitié expédie du produit, mais c'est surtout des produits qui sont des bases pour la pétrochimie, et non pas forcément des carburants. Et puis Grandpuits, donc qui est en région parisienne, pour finir, elle est dans la même situation que l'Avera, que la Petroineos, c'est-à-dire que arrêt d'expédition jusqu'à lundi dernier, et dans la foulée de l'Avera, lundi après-midi, les salariés de Grandpuits ont décidé d'arrêter les installations. Alors, il se passe quelque chose de bien particulier à Grandpuits, c'est que Total, donc qui est propriétaire du site, met des bâtons dans les roues chez les grévistes, et donc en quelque sorte remet en cause le droit de grève en menaçant, en disant que le site est susceptible de fermer, de ne pas redémarrer, parce que Total le déciderait, etc. Donc il y a des pressions énormes qui sont mises, et moi je les dénonce ici, je les condamne. Aujourd'hui dans ce pays, on s'aperçoit que les patrons pétroliers sont du côté de Macron, et que cette réforme, elle leur convient parfaitement, parce qu'elle diminue les salaires, et donc c'est ce qui va bien, parce que quand on diminue les salaires, on augmente les profits. Donc on en est là aujourd'hui en ce qui concerne les raffineries. J'ajoute, pour être complet, que les raffineries n'alimentent que la moitié du marché intérieur en termes de volume, et l'autre moitié, ce sont donc les importations de produits qui sont raffinés dans les raffineries à l'étranger. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sous-capacitaire en raffinage en France. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien, il y a eu des fermetures, disons, massives, en quelque sorte, depuis entre 2005 et 2010, de raffineries. Il y a eu 5 raffineries qui ont été fermées en France. Il y a eu des combats contre ces fermetures qu'on n'a pas gagnés, parce que on n'est pas encore arrivé à prendre en main les outils de production. On ne peut pas, disons, transformer une raffinerie en scope de façon... ça, c'est très, très difficile, hein. Malheureusement, on peut le faire dans certains secteurs, mais pas dans tous. Ça demande beaucoup de capitaux.
Et donc, on est aujourd'hui en sous-capacité vraiment extrêmement importante en France. On est le pays européen le plus sous-capacité en raffinage. Et donc, du coup, on importe. Du coup, on importe des produits raffinés qui, alors comme par hasard, viennent de raffineries géantes qui ont été construites au Moyen-Orient ou en Asie par les mêmes, c'est-à-dire par Total, par ExxonMobil, etc. Par exemple, j'ai une anecdote, quand en 2010, la raffinerie des Flandres a fermé et a été transformée en dépôt, le premier tanker qui est arrivé pour alimenter le marché de cette raffinerie qui venait de fermer, eh bien, venait de Jubail, une raffinerie de Total, donc au Moyen-Orient, ou bien peut-être la raffinerie de Jamnagar en Inde, qui est, orientée vers le pur export. Bref, les moyens d'entrée donc de ces produits, ce sont les ports. Il n'y a pas de pipeline qui vient ni d'Allemagne, ni de Belgique, ni d'Italie, ni d'Espagne, encore moins de ces deux derniers, parce qu'il y a les Alpes et les Pyrénées. Et donc, la moitié, en gros, des produits qu'on consomme en France arrivent par essentiellement 3 entrées. Peut-être, on va dire 3. Enfin, il y en a un peu plus, bien sûr, mais la majorité, c'est Le Havre, Marseille et puis Dunkerque. Et puis, ces ports sont également en grève. Donc, du coup, alors, ils sont pas forcément en grève 24/24. C'est le cas, par exemple, à la CIM, au Havre. Mais ils sont en grève la moitié de la journée, à peu près 12 heures par jour, 12 heures sur 24, parce que ça travaille en continu. Ça ralentit donc Ça ralentit, bien sûr, c'est en marge dégradée. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que Castaner, il a l'air d'être un expert dans les flux pétroliers, mais quand on a la même consommation dans un pays et qu'on arrête 2 raffineries et qu'on bloque, en quelque sorte, l'entrée des produits raffinés dans les 3 principaux ports en France, ça voudrait dire que toutes ces installations, ils ne servent strictement à rien. Donc, à la limite, il faudrait même les fermer, ça ferait gagner de l'argent. Donc, c'est du baratin complet. Bien sûr, la pénurie, elle existe, elle commence à s'intensifier. Il y a environ, d'après les sites collaboratifs dont je parlais précédemment, entre 380 et 400 stations qui sont touchées par des ruptures d'au moins un produit. Les dépôts, je prends par exemple l'exemple de Gennevilliers qui alimente la région parisienne. C'est extrêmement tendu. Par exemple, il n'y a plus de samplon 98 depuis plusieurs jours dans le dépôt de Gennevilliers. C'est le principal dépôt de région parisienne. Le samplon 95 également très tendu. Normalement, on doit être en rupture ce soir. Prochaine livraison peut-être lundi. Donc le gazole, par contre, il n'y a pas de rupture actuellement en région parisienne. Ce n'est qu'un exemple. Je ne connais pas toute la carte, j'ai pas tout en tête. Mais voilà. Les travailleurs tiennent le bon bout et le gouvernement tente de rassurer son vraie substance. Bien sûr. Et puis alors, ce qui est quand même frappant, c'est que on ne parle que de la conséquence qui est la pénurie, d'une conséquence elle-même qui est la grève, et on ne parle pas de la cause qui est la mise en place de la réforme. Je veux dire, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de pénurie, alors qu'en fait le problème, il vient de la réforme, et c'est pour ça qu'il y a des grèves qui créent elles-mêmes qui contribuent à créer des pénuries. Alors la question des stocks stratégiques, est-ce que c'est vrai que l'État a 3 mois de stock à sa disposition? Alors les stocks stratégiques, ils existent, mais ce sont 3 mois sur le papier. C'est-à-dire que d'abord, il suffit d'aller sur le site internet de la société d'économie mixte qui gère les stocks stratégiques, qui s'appelle la Sagesse. Ça s'écrit comme Sagesse sans E à la fin. Donc il suffit d'aller sur leur site et on voit clairement que la moitié des stocks stratégiques sont constitués de pétrole brut. Donc quand il y a des raffineries qui ne tournent pas, je vous déconseille de mettre du brut dans votre réservoir de voiture, ça a moins bien fonctionné. Donc déjà, c'est plus 3 mois, c'est plus qu'1 mois et demi. Et les stocks stratégiques, on a commencé à taper dedans. Depuis le 11 décembre, on tape dans les stocks stratégiques. Aujourd'hui, par exemple, les dernières tonnes de pétrole qu'on distille à la Vera, qui est en train de fermer, ils viennent déjà de stocks stratégiques. Et ce sont des stocks stratégiques qui sont utilisés. Donc, il y a beaucoup de médiatisation et puis en quelque sorte, de bataille d'opinion dans ce truc-là. Mais il suffit simplement d'avoir du bon sens. S'il y a des moyens de production ou des moyens de transport de carburant ou d'hydrocarbures en général qui ne fonctionnent pas alors que la consommation reste au même niveau, c'est-à-dire à un niveau normal pour un mois de décembre, il est évident que les stocks vont baisser. Et j'ajoute, et je termine là-dessus, que
Il ne faut absolument pas compter sur un fantasme qui voudrait que, par exemple, on serait alimenté, parce que c'est ce qu'a l'air de dire Castaner, depuis l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ou l'Italie par des camions. On consomme beaucoup trop de pétrole, c'est un fait comme ça. Savoir si on en consomme trop, ça c'est un autre débat. Hein. Je veux bien aussi l'avoir, mais c'est un autre débat. Mais mais on ne peut pas alimenter un pays comme la France par des camions. L'essentiel de ce qu'on consomme et de ce qui sort des raffineries et des ports, c'est transporté par pipeline. C'est-à-dire qu'il y a un réseau d'oléoducs en France. Et c'est ce réseau-là qui, en quelque sorte, est en marche fortement dégradé. Et qui passe par les raffineries, ce réseau. Et qui passe par les raffineries, et d'autant plus, je l'ai dit tout à l'heure, que l'essentiel des stocks en France, c'est dans les raffineries, et les raffineries sont en grève. Quelque part, est-ce que c'est pas un peu irresponsable de la part du gouvernement de taper dans les stocks stratégiques qui ne sont pas là pour contrer les grèves, mais qui sont là pour assurer la sécurité nationale, d'abord? Mais bien sûr, ça pose un problème. Imaginons qu'il y ait un problème majeur, moi je ne veux pas parler de guerre ou je ne sais quoi, mais un problème majeur qui engage, comme tu dis, la sécurité nationale en ce moment. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit, dans le pétrole, alors que c'est un secteur qui est soumis au privé, qui est soumis au profit, comme d'autres, hein, comme beaucoup d'autres. C'est un secteur du privé où il n'y a ni service minimum, hein, puisque c'est un secteur du privé, il n'y a pas de réquisition, et puis il n'y a pas non plus de préavis de grève. Hein. Dans le secteur privé, on peut se mettre en grève d'une minute à l'autre, hein. C'est vrai dans le pétrole comme ailleurs. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'exprimer ce droit constitutionnel dans le pétrole ? Ou alors, faut nationaliser le raffinage et puis mettre en place un certain nombre de mesures. Des raffineries de l'armée. Alors, il y a déjà il y a une partie des stocks stratégiques qui sont réservés d'ailleurs à l'armée. Donc, est-ce qu'on tape dedans pour alimenter le marché privé, c'est-à-dire fournir des profits à Total, à ExxonMobil et PetroIneos? Je n'en sais rien, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Ce qui fait que l'opinion publique vous suit et attend quelque chose de vous, c'est que vous contrez la stratégie du gouvernement qui, manifestement, comptait sur un pourrissement. Et pour lui, le pourrissement, ça allait épuiser les usagers des transports en commun, ça allait épuiser les travailleurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent à la RATP et à la SNCF. Et là, le pourrissement, avec la question des carburants, le pourrissement peut jouer contre lui, d'autant plus que, tu disais, on a une consommation habituelle, mais enfin non, il y a une consommation plus forte parce qu'on anticipe une pénurie. Donc, quelque part, vous apparaissez là comme un phare. En tout cas, on a cette responsabilité de maintenir une revendication qui est interprofessionnelle. Par exemple, moi, ce qui me choque, c'est d'entendre, par exemple, qu'il y a un certain nombre de professions. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Tu voulais en parler, justement. Mais qui vont peut-être avoir tendance à avoir des réflexes corporatistes pour obtenir, par exemple, la garantie ou le maintien d'un régime. Hein. Je parle, par exemple, des policiers. Alors, il y en a d'autres, j'ai oublié la liste. Mais il y a un certain nombre de professions qui sont cruciales et qui s'en vont dans des réflexes corporatistes, c'est-à-dire j'espère que tous ces gens-là qui vont avoir sauvé entre guillemets leur retraite et leur niveau de retraite, ils vont pouvoir regarder leurs gosses dans les yeux quand eux-mêmes, leurs enfants, ils n'auront plus ces garanties. Donc, il n'y a pas du tout de solidarité dans ce truc-là. Et puis, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut le dire, mais je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que la retraite, c'est le sujet crucial du moment. Mais on entend dans les assemblées, chez les grévistes, dans la rue, on l'a entendu tout à l'heure, dans les reportages, et puis même dans les discussions familiales, parce que ce mouvement, il est largement soutenu, quand même. Eh bien, que finalement, le problème, c'est pas seulement la réforme des retraites. On va en parler, Emmanuel, mais je vous appelle tous à envoyer vos questions. Et donc, mon oreillette, qui est en réalité un être humain, va m'envoyer vos questions par mon téléphone et je te les poserai. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les assez vite. Alors, donc, tu disais que finalement, ce qui ressort non seulement des milieux professionnels dans lesquels nous sommes tous, mais de l'opinion publique et des dîners de Noël, c'est qu'au-delà de la retraite, il y a une revendication plus puissante
Bien sûr, c'est-à-dire que le gouvernement, il a utilisé une épée à double tranchant en essayant de jouer le pourrissement. Moi, je prends l'exemple du Chili. Au Chili, le gouvernement chilien a refusé de reculer sur 30 pesos d'augmentation du ticket de métro à Santiago du Chili. Aujourd'hui, on est en situation insurrectionnelle dans le Chili et il y a les slogans qui disent le problème, c'est pas les 30 pesos, c'est les 30 ans. C'est-à-dire 30 ans qu'on subit la dictature capitaliste ultralibérale qu'on connaît, qui a été mise en place par Pinochet, etc. En parlant du Chili, un reportage sur le Chili que nous allons sortir le 30 décembre, je pense. D'accord. Et bien, en France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le problème de la retraite. L'impôt sur la fortune qui a été supprimé, les cadeaux aux riches, la flat tax, donc le CICE, le contrat, les 100 milliards du CICE qui sont distribués sans contrôle, la réforme de l'assurance chômage qui fait fliquer les chômeurs comme si c'était eux qui étaient responsables d'être mis à la rue, alors que les licenciements, c'est de la pleine responsabilité des employeurs. Les questions de protection sociale en général, le gel des salaires. Là, on vient d'apprendre que le SMIC, il n'y aurait pas de, entre guillemets, de coup de pouce. Ce qu'il faudrait, c'est pas un coup de pouce, c'est un bon coup de pied au cul au SMIC. C'est-à-dire, il faudrait le multiplier quasiment, il faudrait l'augmenter de 50% minimum, dans un premier temps. Donc, tout ça, quand on voit ça, ça dessine un projet de société complet. Et nous, à la CGT, en tout cas à la FNIC CGT, mais plus largement, on a un projet de société qu'on peut opposer à ça. Ce qu'il faut, c'est pas seulement se contenter de gagner sur la réforme des retraites. Moi, je dis souvent à mes camarades, je dis, mais vous savez, les camarades, si on gagne sur la réforme des retraites, et moi, je suis assez persuadé qu'on va gagner parce que les gens sont déterminés, on est soutenus et ils sont bien mobilisés. Il ne faut pas confondre, comme certains le font dans d'autres médias, la radicalisation et la détermination. On est déterminé à avoir gain de cause sur cette réforme des retraites. On obtient le retrait de la réforme, parce qu'on va l'obtenir. Il ne faut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a gagné, mais on continue. Parce qu'on se retrouve dans le schéma précédent, et on n'est pas dans une société qui nous convient. Donc on continue, on doit absolument mettre en place le rapport de force nécessaire pour changer de système économique. Le système économique actuel, il nous pose de gros problèmes. Il donc alimente un tout petit nombre de poches de manière énorme, mais en tout cas, il empêche la majorité d'accéder aux besoins parfois élémentaires et en tout cas dignes du 21e siècle, si on peut s'exprimer comme ça. Alors, il y a un certain nombre de questions qui nous arrivent déjà. Quel est le statut des salariés des raffineries? Est-ce qu'ils ont un statut en particulier? Statut privé, c'est-à-dire régime général de la sécurité sociale, comme tout le secteur privé. Il n'y a pas de statut. Alors justement, on aurait pu imaginer que vous vous rebelliez contre les privilèges de la RATP et la SNCF, et non, vous accompagnez le mouvement général. Non, bien sûr, il n'y a pas de privilège. D'abord, les statuts qui ont été gagnés par les travailleurs, par exemple du secteur public ou de la SNCF, ils ont été gagnés par les luttes, et même parfois par le sang. On oublie assez fréquemment que l'essentiel de la résistance ouvrière pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a amené le programme du Conseil national de la résistance, il y a eu des milliers de morts pour en arriver là, et assez souvent communistes d'ailleurs, je le dis, donc ce ne sont pas des privilèges, ce sont des conquêtes sociales. Ensuite, ont été mis par un certain nombre de ministres, on connaît tous Ambroise Croizat, enfin en tout cas on devrait, qui a mis en place la sécurité sociale, mais ce ne sont pas... 1946, ce ne sont absolument pas des privilèges. Et plutôt que de dire à côté c'est pas normal que un tel ou une telle ait tel type de statut parce que moi j'ai moins, et donc il faut lui enlever. C'est comment est-ce qu'on se met tous ensemble pour obtenir le meilleur, le mieux disant pour tout le monde, plutôt que de se mettre en concurrence les uns les autres. C'est une belle réponse. Il y a une question quelqu'un demande, ne pensez-vous pas que le gouvernement va lâcher pour le public, faute de mobilisation suffisante du secteur privé? En gros, si je comprends bien la question, c'est est-ce que la faible mobilisation du secteur privé menace l'effort de grève collectif à la FNIC CGT? C'est surtout les entreprises du privé, mais... c'est que du privé. Une chose est sûre, c'est que dans la CGT, on est coordonné entre professions,
entre fédérations, au niveau donc confédéral. Et ce qu'on met en place, c'est donc on a très souvent des réunions, disons, des premiers dirigeants de la CGT qui doivent, et qui le font au réel, remettre en avant à chaque fois le caractère interprofessionnel de notre combat de tous ensemble. Je ne parle pas du combat de la CGT, je parle bien des grévistes et des salariés, des travailleurs qui se mettent en grève, etc. et qui, d'une manière ou d'une autre, ont décidé de bloquer l'économie parce que c'est nécessaire. Et juste une petite parenthèse, en Belgique, en 2018, exactement la même réforme a été mise en place, a voulu être mise en place par le gouvernement belge, une réforme de la retraite, alors que nos camarades belges, ils ont le même type de système que nous, ils ont une sécurité sociale, etc. Cette réforme par points, après 3 jours de mobilisation de tous les travailleurs belges, alors je dis 3 jours, c'est peut-être une semaine, j'ai pas les détails, mais de quelques jours, je me souviens plus exactement, mais peu importe, le gouvernement a retiré. Comment se fait-il qu'en France, on ait des gens aussi butés? On a une classe dominante qui est particulièrement acharnée en France. Mais ça lui a pas toujours réussi. Moi, je rappelle que le dernier qui a voulu maintenir, pour le coup, ses privilèges à toute force, sans jamais écouter personne, il s'appelait Louis XVI, et il a mal terminé. Il y a une question, quelqu'un qui demande quel message tu aurais pour faire tenir les grévistes de la SNCF et de la RATP qui sont en grève reconductible depuis le 5 décembre, c'est-à-dire presque un mois, et obtenir de ce blocage total, quel message tu aurais pour eux, pour leur donner en fait du cœur à l'ouvrage? Moi, le message que je donnerais, c'est déjà que dans notre profession et dans nos professions, puisqu'il y a plusieurs professions dans notre fédération, on ne lâchera pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette solidarité de lutte qui se mettra en place et qui restera en place. Donc le combat, c'est pas celui de la sauvegarde des régimes spéciaux, c'est pas celui de faire plier le gouvernement sur la question de l'âge pivot, ça c'est l'affaire de Berger, Laurent Berger, qui d'ailleurs apparemment s'est mis dans le mouvement pour mieux en sortir, comme la CFDT malheureusement, et je parle bien de la Confédération, je parle pas de nos camarades qui ont choisi avec courage de la CFDT de se mettre en grève, parce que ça existe aussi. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment, mais ça existe quand même. Donc, c'est pas ça le combat, c'est pas l'âge pivot ou les régimes spéciaux, c'est le combat pour sauver la sécurité sociale. Le pilier aujourd'hui de la sécurité sociale, c'est le régime de retraite, le régime général, accompagné des régimes spéciaux, mais la branche famille a été largement fragilisée, ainsi que la branche maladie, parce qu'on a externalisé les financements et elles ne dépendent plus exclusivement de la cotisation sociale, elles sont largement fiscalisées, les financements sont fiscalisés. Et donc le pilier aujourd'hui qui est véritablement, qui assoit la sécurité sociale, c'est le régime de retraite. Si on perd le régime de retraite, c'est la fin de la sécurité sociale. On peut imaginer qu'il n'y aurait plus de salaire brut, on n'aurait plus que du salaire net et que l'ensemble des prestations soient fiscalisées, comme dans les pays les plus libéraux, les plus ultra-libéraux de la planète. On peut envisager une question qui demande, est-ce qu'on peut envisager des blocages des stocks stratégiques, des dépôts, pourquoi pas des appels à bloquer avec des gilets jaunes, d'autres grévistes, comme les blocages à la RATP qui existent aujourd'hui? Oui, toute forme d'action est bonne. Ceci étant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on bloque un dépôt, alors d'abord, bloquer une raffinerie par l'extérieur, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien, puisque l'essentiel des produits qui sort d'une raffinerie ne sort pas par camion, mais sort par pipeline. C'est un peu comme si on se mettait au milieu de Paris, puis on dit, mais il n'y a aucun train là-dessous, dans Paris, comment se déplacent les gens? Oui, parce que les métros, ça passe sous la terre. Les oléoducs, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'essentiel
l'essentiel de ce qui sort des raffineries, c'est pas par camion. Donc bloquer de l'extérieur une raffinerie, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, les dépôts, c'est utile. Bloquer les camions qui vont alimenter les stations. Mais là, le problème, c'est qu'en général, la police, elle est très très prompte à réagir, d'autant que certains dépôts ils sont stratégiques. Par exemple, je pense au dépôt de Gennevilliers, mais il y en a d'autres. Des gros dépôts, il y en a une 25 à peu près en France. Eh bien, ils sont surveillés comme le lait sur le feu, comme par exemple est surveillé comme le lait sur le feu comment, alors j'y connais rien dans ce domaine-là, mais les stations ou les sous-stations électriques qui alimentent l'Élysée, l'Assemblée nationale, etc., et que nos camarades de l'énergie ne peuvent pas couper comme ils veulent, parce que c'est des lieux de pouvoir. Et donc là, ce sont des lieux stratégiques. Alors on peut le faire, mais seulement il faut être très nombreux. Voilà. Et pour être très nombreux, il faut que ça se généralise. Ah bah c'est ce dont tu parlais à un moment dans l'émission. Tu parlais de la nécessité de se déplacer physiquement, y compris quand on n'est pas dans les corps mobilisés. C'est extrêmement important. Alors peut-être qu'il faudrait créer à la hauteur, enfin à la mesure des villes, voire des quartiers, des groupes interprofessionnels, des groupes élargis aux Gilets jaunes, etc. Pour pouvoir. Oui. Ça existe déjà. Par exemple, à Paris 13, il y a la Maison de la Grève qu'on salue, mais il faudrait peut-être que cette forme d'organisation fonctionne. Alors là, en ce moment, on regarde une répartition des sites de stockage sur le territoire, les sites de stockage. Donc les dépôts, les raffineries. Dans les raffineries, ça ne sert à rien parce que ça passe par les oléoducs. En revanche, les dépôts, ça passe par les camions. Oui. Donc voilà, il y a à Grand Puy, il y a un dépôt à Grand Puy. Non. Ça doit être le dépôt de Gargenville, j'imagine. Effectivement, il faudrait les noms, mais on a des cartes plus précises. Mais ça donne quand même déjà une bonne idée, effectivement. Sur les dépôts, on a vu. Alors, tu parlais les méthodes d'organisation, en quelque sorte. La meilleure organisation, c'est celle qui vient du terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, du point de vue central, décider de dire la façon dont il faut organiser le blocage de l'économie. Parce que là, par contre, c'est revendiqué. Il faut, pour faire entendre raison aux commanditaires de la réforme, qui n'est pas le gouvernement, mais qui est le patronat, qui est la grande bourgeoisie française. Et internationale, à travers BlackRock, etc. Et internationale, bien sûr, les fonds de pension, etc. Il faut donc bloquer l'économie, c'est-à-dire la machine à profit, l'arrêter. Et pour faire ça, c'est l'intelligence, j'allais dire, des travailleurs qui doit s'exprimer au plus près du terrain. Disons que, par exemple, sur les manifestations, on a vu tout à l'heure dans le reportage, il y avait d'un seul coup, les manifestants décident de changer de parcours. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est eux qui décident, et c'est la démocratie directe. C'est ce qui fonctionne le mieux, parce que du coup, les gens sont imprévisibles, ingouvernables. Et c'est pas plus mal, finalement, parce qu'on est quand même en période, disons, d'effervescence. On sent bien quand même qu'il n'y a pas que le problème de la retraite. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a la gouvernance en France, il y a y compris la question de la démocratie représentative. Il y a un vrai problème. Et donc, on sent bien qu'on a l'impression que le peuple, il commence à reprendre le manche. Moi, je trouve que c'est une bonne période. C'est parce que nous le pensons aussi que nous organisons cette émission Marche ou Grève, qui est quasi quotidienne et depuis le début du mouvement. Une nouveauté dans cette émission, on va demander à ceux qui sont dans le chat de voter ou pas à la reconductibilité de l'émission, comme ça se fait dans les syndicats, dans les entreprises, etc. Donc, messieurs et dames du chat, on attend votre verdict, on va regarder... et pendant qu'on regarde ce que vous décidez, on va trouver une question un peu plus large. Et il y a Bob qui demande qu'est-ce que tu penses de l'allocation universelle comme alternative à l'économie actuelle, par exemple. Est-ce qu'il faut adhérer à des concepts comme le salaire à vie, ou alors la proposition de Anne Fabrejas, qui est venue ici, elle est du Sud, elle est chercheuse en économie
à EDF, pardon, en R&D à EDF, elle proposait une retraite à 2 000 € pour tous. Et il y a Bernard Friot qui propose un système de retraite comme continuation du salaire. Oui, nous à la CGT, on a, disons, une conception assez simple et donc, je pense, compréhensible par tout le monde du salaire et de ce que doit être le revenu. C'est-à-dire qu'on considère d'abord que le salaire, c'est le paiement de la qualification. C'est ce que Marx appelait la force de travail. Hein. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle la qualification. Et la qualification, on sait la déterminer. Contrairement à la compétence, qui est un terme patronal, qui est individualisé, qui est en quelque sorte la tête du client. La qualification, c'est la somme du diplôme initial, de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut atteindre une qualification qui est X, y compris si on a 0 diplôme initial, mais par l'expérience et la formation professionnelle, atteindre le même niveau de qualification. Et donc le salaire, c'est le paiement de la qualification en permanence. C'est pour ça que quand on est en congé payé, eh bien, on est payé en fonction du salaire qu'on reçoit quand on travaille et non pas on a une allocation unique pour tout le monde, parce que quand on est en congé payé, on ne produit pas. Et donc, si on était sur autre chose que ce principe, eh bien, on aurait une allocation unique qui serait universelle en quelque sorte. Et on considère donc que la retraite, c'est un salaire. Pourquoi ? Parce que les cotisations que nous versons volontairement à une caisse commune qui s'appelle la Sécurité sociale servent à payer aujourd'hui les retraités d'aujourd'hui. Et donc, c'est bien un salaire. Et quand on part en retraite, on ne perd pas en qualification. Quand on part en vacances, on ne perd pas en qualification. On continue de toucher son salaire. Il est donc logique qu'il y ait une continuité, en quelque sorte, du versement du salaire à la retraite. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Et donc, voilà, c'est assez simple de mettre en place ce système, c'est-à-dire le paiement de la qualification. Hein, il y a une correspondance entre qualification et salaire, c'est ce qu'on dit dans nos formations syndicales, en quelque sorte. Et puis, à partir de là, eh bien, pour l'obtenir, montons le rapport de force, parce que on ne peut l'obtenir qu'en diminuant les profits. Hein. Quand on crée de la valeur, une partie va au profit, une partie va au salaire. On a perdu 10% depuis les années 80. On doit les regagner et on doit même aller au-dessus, puisque tant qu'il y aura du profit, il y aura de la lutte. On me dit dans l'oreillette que la reconductibilité de l'émission a été votée. En tout cas, cette édition, elle tire vers sa fin. Il y aura des choses d'ici le 31 décembre, hein, on ne lâchera pas. Il y aura peut-être des formules un peu plus douces, un peu moins exigeantes, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Et on va trouver des moyens d'être toujours en place avec cette quotidienne ou cette quasi-quotidienne. On reviendra à un rythme plus soutenu à partir du 2 janvier, où on fera une spéciale sur les batailles de l'hôpital public. Retenez le 2 janvier, bataille de l'hôpital public. Un truc important, notre channel Telegram. Abonnez-vous pour être informé de nos directs, de nos infos, etc. C'est aussi un moyen de lutter contre la dépendance aux algorithmes des GAFA. Le lien pour s'abonner est dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas si on peut le diffuser aussi dans le chat. Bien entendu, si vous pouvez, soyez nos Pères Noël en retard et soutenez-nous via des dons. Il faut les faire jusqu'au 31 décembre pour qu'ils soient défiscalisés pour le compte de l'année 2019 pour ceux qui ont la chance de payer l'impôt sur le revenu, bien sûr. Vous pouvez aussi devenir sociaux et donc sociétaires de la société coopérative d'intérêt collectif qui se créera justement en 2020. Ce sera l'ASKIC, le média, car jusqu'ici, le média est provisoirement une association. Bref, partagez, soutenons, luttons. Et sur ce, je rends l'antenne avec, si possible, ces belles images de la représentation gratuite du Lac des Cygnes par les travailleuses et les travailleurs en grève de l'Opéra de Paris. C'était le 24 décembre et c'était de toute beauté.